messieurs, bonsoir. La Comédie Picardie, la compagnie Berger et la Ligne des Pirates sont ravis de vous accueillir ce soir. Avant de rester en compagnie de nos comédiens, je voudrais juste rappeler à tout le monde de couper totalement vos téléphones portables, s'il vous plaît. Et puis vous dire aussi qu'à l'issue de la présentation, le bar sera ouvert et voilà, ce sera une occasion de rencontrer l'équipe si vous souhaitez discuter, d'échanger. Très bon spectacle à tous et à tout à l'heure. C'est qui a filé une carte? Ça se fait.
Cette bière n'est pas de la bière. Et les cigares ne sont pas non plus des cigares. Ça s'équilibre. Bon, par contre, pour rentrer dans ce pays, il vous faut un passeport qui soit un passeport. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi, reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que la valeur d'un homme, aussi grande soit-elle, n'est pas forcément reconnue. Disons que l'homme n'est que le véhicule matériel du passeport. Et on lui fourre un passeport dans la poche intérieure du veston, tout comme à la banque on met un paquet d'actions dans un coffre-fort. En soi, le coffre n'a aucune valeur, mais il contient des objets de valeur. T'as compris? Et pourtant, on peut soutenir qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Le passeport est essentiel, devant lui, chapeau. Mais sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible. Ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose. C'est comme le chirurgien. Il lui faut un malade pour opérer. En sens, il n'est pas autonome. Avec toutes ses études, il n'a encore qu'une demi-portion. Et dans un état moderne, c'est tout pareil. L'essentiel, c'est le Führer ou le Duce. Mais ils ont besoin, eux aussi, de gens dont ils soient les Führers. Ils sont grands. Mais s'il n'y a personne pour répondre de leur grandeur, rien ne va plus. Les deux noms que vous venez de mentionner me ramènent à cette bière et à ces cigares. Je m'appelle Ziffel, physicien. Appelez-moi Cal et ça suffira. On s'en fout, ça. Depuis quelque temps, surtout dans les nouveaux régimes, on témoigne à l'homme beaucoup plus de sollicitude. L'État s'occupe de vous. C'est plus du tout comme avant. Les grands hommes qui ont surgi en plusieurs points de l'Europe s'intéressent énormément aux individus. C'est qu'il leur en faut beaucoup, ils n'en ont jamais assez. Au début, on se cassait la tête à deviner pourquoi le Führer ramenait tant de monde des territoires limitrophes vers l'intérieur de l'Allemagne. Et puis la guerre a enfin permis d'y voir clair. Comme il en gâche pas mal, il en faut des quantités. Quant aux passeports, si on les a inventés, c'est avant tout une question d'ordre. À notre époque, l'ordre est quelque chose d'absolument nécessaire. Supposons que vous et moi, nous nous baladions sans un papier attestant qui nous sommes. Le jour où on voudrait nous déporter, impossible de nous trouver. Ce serait l'anarchie. De tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, celui qui avait le plus la passion de l'ordre était un certain Schiffinger, un SS au camp d'Achau. On racontait qu'il ne permettait pas à sa petite amie de jouer des fesses un autre jour que le samedi, ni à un autre moment que le soir, fût-ce par inadvertance. Au café où elle servait, il lui était interdit de poser la bouteille de limonade avec le curier sur la table. Et quand il nous tapait dessus avec son air de bœuf, il opérait si consciencieusement que les marques dessinaient sur notre dos une grille d'une géométrie parfaite. Pas un millimètre d'écart. Le sens de l'ordre, il l'avait si bien dans la peau qu'il aurait renoncé à nous battre plutôt que de ne pas le faire dans les règles. Ça, c'est un point très important. Hein? Parce que nulle part ailleurs on est aussi à cheval sur l'ordre qu'en prison ou qu'à l'armée. Tout le monde le sait depuis belle lurette. Au début de la guerre de 70, un général a annoncé à Napoléon III que l'armée française était fin prête jusqu'au dernier bouton de guerre. Si ça avait été vrai, ça aurait été une promesse extraordinaire. Le dernier bouton de guerre, c'est ça qui compte. Il faut qu'il n'en manque pas un, mais c'est avec le dernier qu'on gagne une guerre. L'ordre. Voilà le secret de la victoire. Dernier, voilà un de leurs mots favoris. Au camp, le SS de garde disait toujours qu'il fallait piocher avec la dernière énergie.
Moi, je me suis souvent demandé pourquoi pas avec la première. Non, fallait que ce soit la dernière, sinon ça n'avait plus de charme pour lui. Et la guerre aussi, ils veulent la gagner avec la dernière énergie, ils n'en démordent pas. Ils ont à cœur que ce soit sérieux. Ouais, et que ça saigne. Si ça ne saigne pas, ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas qui a dit un jour que la merde n'était rien d'autre que de la matière qui n'est pas à sa place. Dans un pot de fleurs, on ne saurait dire à proprement parler que c'est de la merde. Bon, moi, au fond, je suis pour l'ordre. Mais, une fois, j'ai vu un film de Charlie Chaplin où celui-ci emballait ses vêtements, son linge, dans une valise. Après avoir tout fourré dedans, il a rabattu le couvercle. Mais seulement des tachos, des bassettes, ça fait des ans. Ben, il a pris une paire de ciseaux et il a purement et simplement coupé les manches, les jambes de pantalon, bref, tout ce qui dépassait. Cette façon de faire m'a plongé dans l'étonnement. Moi, j'avais un garçon de laboratoire, il s'appelait Monsieur Serin, qui tenait tout parfaitement en ordre. Il passait son temps à ranger et puis il s'en donnait du mal. Si vous aviez quelque matériel en place pour une expérience et qu'on vous appelle au téléphone, le temps que vous reveniez, il avait tout rangé. Et chaque matin, toutes les tables étaient nickel. Ce qui veut dire que vos notes étaient parties à la poubelle sans rémission. Mais il se donnait tellement mal qu'on ne pouvait rien lui dire. Alors, bien entendu, on trouvait à redire, mais on ne faisait que se mettre dans son tort. Et la fois d'après, quand quelque chose avait disparu, je veux dire, avait été rangé, là, il vous fixait de ses prunelles transparentes, sans la moindre lueur d'intelligence. Il vous fustige. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé que M. Serin puisse avoir une vie privée. Eh bien si. Il en avait une. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a découvert que pendant tout ce temps-là, M. Serin avait été un militant national-socialiste. Un des premiers. Et le jour où Hitler fut nommé chancelier, M. Serin, en accrochant son manteau à la patère, a dit « Maintenant, monsieur, on va mettre un peu d'ordre en Allemagne. » Et bien, il a tenu parole, M. Serin. Ben, on pourrait résumer la chose ainsi. Là où rien n'est à sa place, c'est le désordre. Et là où à la place voulue, il n'y a rien, c'est l'ordre. De nos jours, il y a de l'ordre la plupart du temps. Là où il n'y a rien, c'est un phénomène de carence. Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie, ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul avec un cœur en panne. Je ne te dirai rien, je te contemplerai, nous dirons quelques mots en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai des sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande.
paye un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirai de vérité première. Il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a et ne jamais juger le bon dit la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout. Je ne suis rien du tout. Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout, tu seras mon ami, au moins quelques secondes. Nous referons le monde aussi on est debout. Heureux de découvrir que si la terre est ronde, on est aussi roquet et qu'on s'en porte bien. Tu cherchais dans la foule une voix qui répond, alors paye ton verre et je t'aimerai bien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde. J'ai trouvé une chambre. Bien. Je suis bien content. Chaque fois que j'ai pu caser mes 90 kilos. C'est pas une mince affaire à notre époque que de transboiter une telle masse de viande et d'os. Et naturellement, la responsabilité est plus grande. Parce que 90 kilos qui se gâtent, c'est plus grave que 65. Mais ça doit aussi vous rendre la vie plus facile. Et un certain embonpoint fait bonne impression. C'est un signe de prospérité qui impressionne favorablement. Je ne mange pas plus que vous. Oh, soyez pas si susceptible. J'ai rien contre que vous mangez votre content. Et chez les gens bien, c'est peut-être un déshonneur de ne pas manger à sa faim, mais chez nous, on voit pas de honte à se remplir la panse. Hein. À mon sens, si ce qu'on nomme le capitalisme et le matérialisme sont mal vus dans les milieux distingués, c'est pas sans raison. On s'y complaît à évoquer les jouissances viles, matérielles, tout en les déconseillant en classe inférieure. Précaution inutile, puisque celles-ci n'ont pas le peu de fric qu'il faut pour se les payer. Tiens, moi je me suis souvent demandé pourquoi les écrivains de gauche ne composaient pas pour exciter les gens quelques savoureuses descriptions des plaisirs qu'on a quand on a de quoi. Hein? Pourquoi pas? Des manuels de haute pitance, quelques traités des douceurs qu'on ne connaît pas au bas de l'échelle. C'est vrai, c'est triste. Que tant de gens n'aient jamais vu les pyramides, mais moi, ça me serre encore plus le cœur. De penser qu'ils n'ont jamais vu non plus de perdreaux rôtis sur le canapé. Mais à quoi bon l'appétit? Nous avons la faim. C'est vrai! Ça, c'est la seule chose que vous n'apprenez pas dans les livres. Encore que, à lire les écrivains de gauche, il faut croire que même le sentiment d'avoir faim, il faut aller le chercher dans les livres. Les Allemands ne sont guère doués pour le matérialisme. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Moi, je faisais partie des libres penseurs. Nos convictions ne nous laissaient pas un moment de répit. Les loisirs que laissait la lutte pour l'école laïque, nous l'employions à démasquer l'armée du salut. Et nous prenions sur nos heures de repas pour militer en faveur de l'incinération. Je les ai quittés, parce que mon ami m'a mis le marché en main, ou être libre penseur, ou sortir avec elle le dimanche. Non, je me suis longtemps senti coupable de ne plus rien faire contre la religion. Je suis heureux que vous les ayez quittés. Mais j'ai adhéré à autre chose. Et vous avez gardé votre ami? Non, je l'ai perdu. Et quand j'ai adhéré, elle m'a remis devant le même choix. La religion, tiens, c'est comme l'alcool, vous n'empêcherez pas les gens de boire tant que c'est pour un progrès. Dites-moi, vous êtes content de votre chambre? Voilà une question que je ne me suis pas encore posée. Non. Alors, moi, je ne me pose jamais de questions si la réponse la plus scrupuleuse ne m'avance à rien. Le cul dans l'eau, je me demande jamais si le chauffage central vaut mieux qu'un poêle. Dans cette chambre,
J'ai l'intention d'écrire mes mémoires. Je croyais qu'on écrivait ses mémoires qu'à la fin de sa vie, quand on domine bien son sujet et qu'on a l'art des nuances. Je ne domine rien du tout. Et ne crois pas avoir l'art des nuances. La première condition, j'y satisfais comme tout le monde sur ce continent. Il est vraisemblable que mon existence touche à sa fin. C'est pas l'endroit rêvé ici pour écrire ces mémoires. J'ai besoin pour ça de cigares et on en trouve difficilement à cause du blocus. Non, mais il y a une autre question qui me tracasse. Il semblerait normal qu'un homme important se propose de raconter sa vie à ses contemporains, de leur dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. Or, moi, je me propose de le faire. Et je suis un homme sans importance. Mais ainsi, vous pouvez espérer un succès de surprise. Oui. Quand le lecteur découvre que vous n'êtes pas quelqu'un d'important, il est déjà trop tard. Vous lui avez fait assimiler une bonne part de vos idées. 3, 4. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un grand citron. C'est le propre du grand homme de mesurer les petits citrons. Le citron du petit homme, c'est la joie du gros citron. C'est pourquoi le petit homme pleure déjà comme un poltron. Bon Dieu soit ferme, pas de pitié pour les faibles. Caille dessus et tape-lui sur le comme après d'en faire des manières. Ça n'est pas ton affaire, tu n'es pas son père. Ah! Bon Dieu soit ferme, pas de pitié pour les faibles. Fais-lui un bon coup sur la gueule! Ouais, un bon coup sur la gueule! Non, moi, je disais juste... Non. Que les propos des hommes importants sont claironnés sur tous les toits. Qu'on y applaudit et qu'on les paie cher. Tandis que ceux des gens insignifiants ont droit qu'au mépris et au silence. Ouais. Vous pourriez peut-être rédiger un livre pas trop gros. Un petit livre de poche. Et pourquoi un petit livre? Je constate que vous me tirez dans le dos. Vous pensez qu'un homme important a le droit d'écrire un gros volume. Bon. Je tiens à vous préciser que je suis certes quelqu'un d'insignifiant, mais bon, Mais excusez-moi. si vous n'y voyez pas d'objection, je vous prierai de temps à autre d'écouter un chapitre de mes mémoires. Je n'ai rien contre. Que d'amour et d'eau fraîche, dans une hutte infestée de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos brèches. Mais de qui veut cette vie monotone? J'aimerais mieux encore être damné. Tous les oiseaux d'ici à Babylone n'y tiendraient pas une seule journée. La liberté. C'est de la foutaise. Il n'est trésor qui par cette laisse. Pour moi, messieurs, je me représentais solitaire et puissant dans mon orgueil. Mais quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit, mon vieux,
présent ton deuil. Pauvre, on n'a plus d'ennui que de sagesse, fier bien moins de gloire que de l'homme. Tu as été pauvre et plein de hardiesse, en bas de don des idées de grandeur. Car le bonheur pas dans ces fadaises, ma chère. Il est très sorti, il va son aise. À vous entendre, on pourrait, il est vrai, vous tenir pour un petit bourgeois, uniquement soucieux de ses aises et qui veut avoir la paix. C'est moi à qui vous faites allusion. Ces gens-là s'estiment brimés chaque fois qu'on les empêche de pourrir doucement sur pied. Non, moi au contraire, j'estime qu'on me brime chaque fois qu'on m'empêche de me développer. Ou mieux encore, de développer ma personnalité et quelque chose d'autre. La théorie atomique, par exemple. Maîtriser la physique des fluides, c'est autre chose que d'avoir la maîtrise des airs. Avec vous, les grands hommes n'ont pas la partie facile. Je ne vois aucune raison de leur faciliter particulièrement. Quand on a les moyens de se retourner, on est évidemment mieux à même de leur donner du fil à retordre. Pour ceux qui n'ont rien, c'est plus difficile. Toute leur action est d'ailleurs axée sur ces gens sans ressources. Autrement dit, le peuple. Les mouvements fascistes se qualifient partout de mouvements populaires. Envers les riches, ils adoptent souvent un ton très dur, surtout quand ces derniers rechignent à alimenter les caisses du parti et méconnaissent leur propre intérêt. Encore que, à mon sens, ce soit les petites cotisations qui comptent. Comment s'appelle-t-il donc, au juste, est tenu lui-même de pleurer comme un veau en public pour protester de sa bonne foi. Il y a quelques années, il s'est targué dans un discours de ne posséder ni château ni compte en banque. Et sa harangue a été fraîchement accueillie. Bon, certains furent très affectés parce qu'ils avaient eux-mêmes récupéré un domaine ou deux. Quant aux autres, ils refusaient qu'on leur fît cadeau des camps de travail, construits pourtant à leur intention. Alors, on s'est creusé la tête pour savoir de quoi il vivait. On a fini par découvrir qu'il n'avait pas besoin de grand-chose, à cause qu'il avait une carte permanente pour l'opéra. Bon, finalement, pour couper court au radeau, il lui a fallu décider quel métier prendre. Eh bien, il a choisi celui d'écrivain. En qualité de chancelier du Reich, primo, il a défendu qu'on lui verse 1 sou au titre de chancelier. Tout le plaisir était pour lui. Mais secondo, il a ordonné qu'en tant qu'écrivain, on lui achète son livre, Mein Kampf, Mon combat. Comme ça, son combat s'est soldé par un succès complet. Avec les droits d'auteur, il s'est payé l'âge vert et le palais de la chancellerie du Reich. Et il a vécu, ma foi, fort décemment. Notez tout le mal qu'il se donne pour bien montrer que massacrer des millions de gens, asservir des peuples entiers et mutiler leur âme. Tout ça, ils s'en chargent pour rien, sans rien mettre dans leur poche. Il leur faut prouver qu'ils ne s'intéressent pas aux détails. Ils planent dans une sphère de vaste pensée. Et tout ce bas monde leur est étranger quand ils ont une terre en tête. Je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le milliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard. Je l'ai compris beaucoup trop tard, je regardais trop ce qui brille. J'ai caché mes gamberges, la gamberge a fait de moi un pauvre homme non plus.
retrouverai pas mes mains belges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes mains belges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je me voyais cette en main l'hermine sur le dos, en pleine couronne, des courtisans pour ma personne se courberait bien bas les mains. Autour du monde de mon nom, n'écrivait l'histoire et devant ma puissance, trembleraient les États, je pense, que j'avais perdu la raison. Car de ces folies de jeunesse, de tous ces désirs insensés, à petit feu j'ai gaspillé mes 20 ans de ma richesse. Si j'ai vieilli maintenant je gamberge, et ma berge, avec ma vie sont à jamais. Même si je priais la bonne Vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes mains belges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes mains belges, ni les amours que je n'ai pas connus. Les hommes, voilà ce qui fait jouer les grandes idées. Oh, mon beau-frère vous approuverait. Il s'est fait arracher le bras par une courroie. Alors, l'idée lui est venue d'ouvrir un petit commerce de tabac où il aurait vendu accessoirement un peu de mercerie. Bon, seulement son idée n'a pas fait long feu, il n'a pas eu la licence. Et ça n'a pas été tragique, il n'aurait jamais réuni l'argent nécessaire. C'est pas du tout ce que j'entends par une grande idée. La guerre totale, voilà une grande idée. Avez-vous lu comment ces derniers jours en France, la population civile a troublé le cours de la guerre totale? Elle a flanqué par terre tous les plans des états-majors, à ce qui paraît. Les flots de réfugiés ont envahi les routes et bloqué les mouvements de troupes. Et les gens affamés ont bouffé les stocks de ravitaillement des troupes. C'est bien simple. La population civile s'est réveillée à un véritable fléau des sauterelles. Pour les militaires, la population, c'est devenu un problème sérieux. Pour les militaires allemands. Mais non! La population française constitue un problème pour les militaires français. C'est du sabotage. À quoi bon? Les calculs les plus sérieux des états-majors. Si à chaque fois le peuple s'en mêle et fait régner l'insécurité sur le théâtre des opérations. Et à qui la faute? Il aurait fallu en temps et en heure s'occuper d'évacuer tout notre continent. Seul l'éloignement total des peuples peut permettre une conduite rationnelle des opérations de guerre et l'utilisation intégrale des armes nouvelles. Et il faudrait une évacuation permanente, car les guerres modernes éclatent comme la foudre. Une évacuation permanente à l'échelle de la planète. Pour ça, il faut de l'organisation. L'alternative est bien simple. Ou bien on fait disparaître la population, ou la guerre est impossible. Un jour ou l'autre. Et plutôt qu'on le croit, il faudra se décider.
notre institut, il y avait un assistant incapable de distinguer un proton d'un noyau. Persuadé que c'était l'enjolivement du système qui faisait obstacle à son avancement, il a dérobé. Un jour, j'ai eu à corriger une de ses travaux. Et il a trouvé que je n'avais pas ma place dans la révolution nationale. Je persécutais parce qu'il était partisan de cette politique gauche. Du coup, mon séjour en Allemagne est devenu problématique. Surtout quand je commence à péter ton dans les époques de grandeur, des hommes comme moi troublent l'harmonie générale. Voilà. J'ai su qu'on avait construit des camps pour y mettre les gens de mon espèce à l'abri de la colère du peuple. Mais ces camps ne me séduisaient pas. Je vais poursuivre ma lecture. Voulez-vous dire qu'à votre avis, vous n'étiez pas assez cultivé pour ce pays? En effet, j'étais loin d'être assez cultivé pour continuer à mener une existence d'homme dans toute cette ordure. Ouais, j'ai connu un type qui était chimiste et qui fabriquait des gaz asphyxiants. Bon, personnellement, il était pacifiste, il faisait des conférences contre la guerre devant les jeunesses pacifistes. Dans ses exposés, il était très virulent, fallait sans cesse l'exhorter à modérer ses expressions. Pourquoi le laissiez-vous parler? Et parce qu'il avait raison d'affirmer qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il fabriquait. Pas plus que n'importe quel ouvrier d'une fabrique de bicyclettes avec les bicyclettes. Non, on savait très bien qu'à partir du moment où on avait du travail, c'était pour la guerre qu'on travaillait. J'ai entendu des gens dire que le commerce et l'économie sont humains et que seule la guerre est inhumaine. Mais primo, le commerce et l'économie sont pas humains et ces gundos, chez nous, ils aboutissent à la guerre. Et après ça, les gens voudraient une guerre moderne. D'accord pour la guerre, mais pas contre les civils. Avec des canons, mais pas avec des gaz asphyxiants. Non, la barbarie engendre bien la barbarie puisqu'elle naît de l'économie. Mais excusez-moi, je me suis laissé à parler politique. La culture n'a absolument rien à voir avec l'économie. Malheureusement. Moi, j'ai suivi les cours à l'université populaire. Vous voyez, j'hésitais. Étudier Walter von der Vogelweide ou la flore à l'âge de pierre. En sur le plan pratique, c'était du pareil au même. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu me servir à quoi que ce soit. Et vous, quand vous avez étudié la physique, vous l'avez fait en louchant sur les revenus éventuels et vous n'avez acquis que le bagage que vous pouviez vendre. Si, pour nous, c'était une question de culture pure. Il s'agissait de savoir dans quelle direction nous allions nous cultiver. Et quelle direction avez-vous choisi? J'ai pris Walter von der Vogelweide. Au début, ça a bien marché. Mais ensuite, je me suis trouvé en chômage. Le soir, j'étais trop fatigué. J'ai tourné mon tour. Et peut-être n'avais-je pas le tempérament voulu pour vaincre toutes les difficultés nécessaires. Oh, le fils de ma logeuse, lui, a appris par cœur, en y mettant le temps, toute la nomenclature du règne végétal. Il avait une volonté de faire, pas une sortie le soir, jamais de cinéma, la culture, rien d'autre. Même qu'il s'est fait du tort, car il était obligé de porter des lunettes, ce qui le gênait pour son travail à l'usine. Oui, il est vrai que ça n'a pas eu d'importance, puisqu'il s'est trouvé au chômage. Et voilà, je ne vous le fais pas dire. Vouloir se cultiver ou non dépend de vous et de vous seul. Le monde végétal est d'une ampleur colossale. Vouloir le connaître à fond exige une passion inhumaine. Surtout quand on est ouvrier mécanicien et qu'on a autre chose à faire. Et vous avez tort de vous demander si le savoir est de quelque profit. Car quiconque n'aspire pas à la science pour la science ferait mieux de ne pas s'en mêler, il n'est pas un esprit scientifique. Quand j'ai décidé de suivre les cours, je ne me suis pas posé la question. Ah, la preuve que vous aviez toutes les qualités requises. Et que la science, quant à elle, n'a rien à vous reprocher. C'est dommage que vous ayez lâché pied. Non, mais je me demande quel sens ça pouvait avoir à la longue. Mais à quoi bon contempler les tableaux de Rubens pour former mon sens esthétique, quand toutes les filles que je peux rencontrer ont cette heureuses de le travail à l'usine?
Ouais. Le fils de ma logeuse étudie les espèces végétales et sa mère n'a pas de quoi s'acheter une laitue. C'est le lit de mon lit, les 11 heures, mal au cœur. Malormi, envie de pipi, des genoux, au café, la radio, tout se trouve, c'est pas beau, c'est pas chaud, maladie, habillé, baigné. Je veux soiffer. Ouais, les parents sont entrés en crayon pour manger après travailler. Et 2 heures. Je suis chômeur. Je vais pointer. Près de chez moi. Dans mon cœur. Y a pas de douleur. Ouais, après. Je m'en vais au café. D'à côté. Y a les filles. Et y a des flippers. Les Américains ont un terme pour désigner un homme bon. C'est suckers. Oui, qu'on prononce suckers. Pour bien faire, faut cracher le mot du coin de la bouche. You're the suckers, and you, they're suckers. Ça désigne la bonne poire. Le gogo qui se laisse rouler là, écorniflé par le premier venu. Il y a de bons. Il n'y a de bons dans l'ensemble que ceux qu'on n'appelle pas des gens bien. Nous sommes habillés par les ouvriers du textile. Ah oui, oui. Nourris par les ouvriers agricoles, logés par les maçons et les métallos. Hein. Tout ça pour une rétribution minable comme chacun sait. Non, un désintéressement pareil, on ne le voit nulle part. Même pas dans le sermon sur la montagne. Qui vous dit qu'ils sont bons? Pour l'être, il leur manque une qualité essentielle. Faudrait qu'ils acceptent de bon gré leur rétribution minable et qu'ils se félicitent que nous, on ait la bonne vie. Or ça, ils en sont loin. Ah, c'est pas l'imbécile. Alors, je vais vous poser une question. Iriez-vous leur conseiller en votre âme et conscience de se féliciter de leur minable salaire? Non. Donc, vous voulez pas qu'ils soient bons? Ou alors uniquement de leur travail, les fins de semaine. Par exemple, envers un chat en difficulté dans un arbre, et de façon que ça ne tire pas conséquence. Moi, je ne conseille à personne de se comporter en être humain, sinon avec la plus extrême prudence, le risque est trop considérable. En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, est sorti un livre au titre sensationnel. L'homme est bon. Moi, je me suis tout de suite senti mal.
Et je n'ai repris mes esprits que quand j'ai lu cette critique, l'homme est bon, mais le veau est meilleur. Par ailleurs, je suis tombé sur un poème d'un auteur dramatique avec lequel j'étais au lycée, qui ne dépeint pas la bonté comme de l'héroïsme. Ah ben voici ce poème. Quoi? Mais pourquoi? Là? Au mur de mon bureau, un masque japonais, sculpté sur bois et laqué d'or, effigie d'un méchant démon. Je regarde plein de pitié les veines gonflées de son front. Elle révèle combien c'est dur d'être méchant. Voilà. Merci. Je voulais vous demander, croyez-vous que les atrocités allemandes dont tout le monde parle soient vraies? Oui. Vous ne pensez pas que c'est de la preuve? De la part des Alliés? Des nazis. Je crois franchement que dans l'armée allemande règne une grande cruauté. Et si vous voulez piller et opprimer, vous faut taper en avoir mal au bras. C'est pas avec des fleurs et des salamalecs que vous amènerez quelqu'un à vous céder ce qu'il possède. Ça ne marchera pas, même si vos paroles sont du lait et du miel. On dit Hitler domine l'Allemagne et on croit que ça signifie c'est lui le maître, mais beaucoup sont pas de cet avis, simplement parce qu'il est le maître, les autres peuvent pas toujours, en fait jamais faire valoir leur opinion. Or, c'est pas ça du tout. Ces gens-là existent bien sûr, mais ce qui compte, c'est que très vite Hitler n'est plus tout seul. Ce sont ses idées qui dominent. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est la faute du capitalisme. Voilà une banalité. Malheureusement, non. Comme disait un orateur à un banquet de croque-mort, la bourgeoisie n'a rien à perdre, que son argent. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, vous feriez mieux de nous remplir la panse. Après, vous aurez le temps de prêcher. Vous aimez vos bonbons et votre honnêteté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. Mais j'ai quoi là, me dit-il? Bon, mais... Oui, de quoi
d'aimer notre honte et notre volupté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. D'accord, mais moi j'ai quand même pas très bien compris de quoi vous dites. Ça commence à bien faire. Oui, de quoi l'homme dit-il? Il dit de l'homme en le volant, pillant, torturant et maltraitant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il n'est qu'un homme. Messieurs, La Suisse est un pays célèbre pour la liberté dont on y jouit. Bon, à condition d'être touriste. J'y suis allé, je m'y suis pas senti très libre. Ouais, sans doute, ne logez-vous pas à l'hôtel? Non, c'est indispensable. Du moment que vous logez à l'hôtel, vous pouvez aller où bon vous semble. Ouais. Il paraît que nulle part ailleurs, on ne se sent aussi libre qu'au sommet d'une montagne. Bon, je me suis laissé dire que les Suisses eux-mêmes n'y montaient jamais, à moins d'être guides. Et alors, ils sont pas tout à fait libres, il leur faut trimballer des touristes. C'est sans doute que les guides de montagne n'ont pas la même soif de liberté que les autres Suisses. Cette soif de liberté chez les Suisses résulte de la situation défavorable de leur pays, qui est entouré de puissances qui sont constamment portées sur la conquête. Aussi, les Suisses sont-ils obligés d'être toujours sur le qui-vive? On n'a jamais entendu parler de la soif de liberté des Esquimaux, par exemple. C'est parce que leur pays est géographiquement mieux situé. Vous voulez mon opinion? Ben si, oui, bah oui. Un pays où on constate une grande soif de liberté, mieux vaut en écartir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on parle tant de liberté, c'est louche. Allez, viens. Non. Non, une chose m'a frappé. La phrase « chez nous tout le monde est libre » revient chaque fois que quelqu'un se plaint d'un manque de liberté. On lui lance tout de suite « ouais, chez nous, chacun peut avoir les convictions qui lui plaisent ». C'est exact. Mais au fond, c'est comme partout. Hein. La seule chose interdite, c'est de manifester ses convictions. Non, en Suisse, si vous risquez un mot contre le fascisme, on vous rétorque sur le champ, vous n'avez pas le droit d'exprimer cette conviction parce qu'elle met en péril notre liberté. Les Allemands nous envahiraient ou bien... C'est l'accent suisse. Non, essayez donc de dire que vous êtes pour le communisme. Alors là, on vous expliquera immédiatement que vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que le communisme, c'est le manque de liberté. La preuve, c'est qu'en régime communiste, les capitalistes, ils sont pas libres. Non, au restaurant, un monsieur m'a dit, Un russe. Essayez donc un peu, en Russie, de prendre le moindre initiative et de monter une usine. Toi, peux même pas acheter maison. Je l'ai dit ici, je peux. Quand vous voudrez, toi remplir chèque et ça y est. eh bien, j'ai bien regretté de ne pas avoir de compte en banque, hein, car alors j'aurais pu monter une usine. Non, ici,
Même devant un nid, vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion. Les Allemands et d'autres avant eux ont découvert que même ça, c'était dangereux. Ils sont allés jusqu'à se glisser sous les tables de café. Dans la soif de liberté des petits bourgeois, ils l'ont coupé à la source. Ils font ce qu'ils peuvent, Ouais. mais c'est pas encore tout à fait réussi. Alors, camp de concentration. Voilà une réalisation modèle. Seulement, Rome s'est pas bâtie en un jour. Et des tas de gens se permettent encore des tas de libertés. Ils sont loin d'avoir encadré tout le monde. C'est vrai que les enfants, ils les tiennent, à partir de l'âge de 6 ans, avec des jeunesses. Et puis, avec le service militaire et puis le parti, ils tiennent les adolescents et les hommes. Mais les vieux, a-t-on déjà vu des sections de vieux de... Comment s'appelle-t-il donc quand j'ai... Non. Ça, c'est une lacune grave. Voilà qui pourrait bien se révéler dangereux un jour. Même les enfants, je suis pas convaincu qu'on ait déjà tout fait pour eux. Non, les plus grands ont toute facilité de moucharder leurs parents et les plus petits de ramasser de la ferraille pour l'État. Mais peut-être faudrait-il commencer plus tôt. Ouais, dès le sein maternel. Il y aurait là un champ d'activité pour la science. Faudrait inventer des exercices pour futures mamans qui aient une influence sur le fœtus. Ouais, le ministère de la propagande va s'attaquer au fœtus, y a pas de temps à perdre. 500 000 francs à mon cousin Crésus. Comme je n'ai pas d'argent, je m'inquiétais tant et plus. Un soir, il vient chez moi, il me dit cher cousin, voilà 100 sacs pour toi et tu me dois rien. J'ai fait la grosse Hélène, mais elle me repoussait qu'en place de la princesse. Voilà que l'autre jour elle me crie: oh chérie, c'est toi mon salaud, je dois
On aime, paraît-il, ce pourquoi on a versé la sueur de son front. N'est-ce pas l'explication d'un phénomène comme le patriotisme? Moi, j'aime pas ce qui m'a coûté de la sueur. Et ni forcément ce pourquoi j'ai répandu mon sperme. Bon, allez. Bon, alors une fois, j'ai eu affaire avec une jeune personne avec qui je suis allé me promener au lac de Wannsee. Oh, elle était bien faite, hein, et portait des tas de jolies choses. Mais elle a commencé par déjeuner, puis elle a voulu faire un tour en barque, et puis il lui a fallu un café. À la fin, je te l'avais planté là dans les buissons, là. Il lui avait fallu 30 secondes de plus pour retirer sa culotte. Non, et je le répète, c'était une fille vraiment bien roulée. Ah là, vous parlez de jolies choses. Moi, quand je songe au pays où je voudrais vivre, j'en vois un où rien que de murmurer comme ça, doucement, sans y penser. Oh, qu'il est joli ce coin. Et alors, je vais ériger un monument pour faire le patriotisme. Vous êtes dégoûté de votre pays à cause des patriotes qui ont mis la main dessus. Oui. Ouais, je me dis parfois, quel beau pays nous aurions si nous l'avions. Oh tiens, je me souviens d'un poème qui en énumère quelqu'un de ça. D'accord. Ne croyez pas que je vais sur les poèmes. Je suis de mon part, j'ai vu par hasard quelque part. Je ne sais plus où on en est. Ah, il y a aucun. Bois de Bavière, bois accueillant, cité des bords du Main, troupe du Rhône plantée de pins, ombreuse forêt noire, puis un passage dont je me souviens plus. Non, quelque chose qui va avec. Et le poème continue. Colline rousse de Turin, toi marche aux allées claires, où des chalons de terre sillonnent, noire ville de la Roure, un trou. Aussi Berlin, ville multipliée, vivante dans la rue et sous terre vivante, et vous, port de Lens, ville brouillante de la Saxe, cité de Silésie qui regardait vers l'Est, toujours couverte de... Le sens de ce poème. Non, c'est qu'il faudrait conquérir ce pays. Ça en vaudrait la peine. La démocratie à deux, c'est très difficile. Faudrait décider de voter au poids pour que je puisse savoir. Ça se défend. Comme mes fesses se trimballent avec moi, que je les amène à voter avec moi. En gros, vous avez l'air démocratique. Je crois que ça vient de votre embonpoint, qui à lui seul donne l'idée de quelqu'un d'accommodant. Non, démocratique rime avec sympathique. Chez un monsieur, évidemment. Chez un crève la faim, c'est plutôt de l'impudence.
Je ne crois pas que l'adjectif démocratique puisse désigner une qualité. Pourquoi pas? Je veux bien dire, par exemple, que même les chiens, après avoir bien mangé, ont l'air plus démocratiques que s'ils n'ont rien dans le ventre. Et les apparences ont forcément quelque importance. Je pense même que c'est essentiel. Tiens, prenez la Finlande. Hein? Prenez la Finlande, elle a l'air démocratique. Si vous enlevez la façade en disant que vous vous en fichez pas mal, que reste-t-il? Je crois sûrement pas une démocratie. On ferait mieux d'aller dans votre self-service. Le mot peuple est un terme très particulier. Il n'a pas du tout le même sens au dedans et au dehors. Au dehors, vis-à-vis des autres peuples, les gros industriels, les hauts bureaux, les hauts fonctionnaires, les évêques, etc., font naturellement partie du peuple allemand et pas d'un autre. Mais, à l'intérieur, là où il y a du pouvoir, vous entendrez toujours ces messieurs parler du peuple en disant la masse ou les petites gens. Eh bien, le peuple devrait lui aussi parler le même langage et dire que ces messieurs ne font pas partie du peuple. Bon, voilà, tout ça serait bel et bon si ça ne signifiait pas le communisme. Vous considérez que le communisme serait fait à néant la liberté d'individu? Vous sentez-vous particulièrement libre? Pas particulièrement, parce que vous me posez la question comme ça. Nul n'est absolument libre. S'il détient le pouvoir, le peuple pas davantage. Qu'est-ce que vous croyez? Les capitalistes non plus sont pas absolument libres. Ils sont pas libres, par exemple, d'installer un communiste à la présidence de la République. Ou encore de fabriquer autant de vêtements qu'il en faut. Hein. Tout au plus peuvent-ils en fabriquer autant qu'ils peuvent en vendre. Laissez-moi vous dire une chose. Le pouvoir, le peuple ne le prend que dans des cas d'extrême nécessité. Quand l'eau lui arrive au ras du cou, les gens ont peur du chaos. Par peur du chaos, ils finiront par se retrouver tapis dans des caves, sous des maisons bombardées, avec dans le dos des SS revolvers au poing. Ils n'auront rien dans le ventre. Et ne pourront pas ensevelir leurs enfants. Mais l'ordre régnera et ils n'auront presque pas besoin de penser. Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées. Ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'oreilles et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'envie braquée sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse.
glacée de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flânée dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu de leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit vaquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. L'idée de race chez les petits bourgeois, c'est la volonté d'acquérir des quartiers de noblesse. D'un seul coup, ils se donnent des ancêtres et ils ont un passé à contempler et ils peuvent regarder les gens de haut. Nous commençons par réintégrer dans le Reich tous les Allemands. Ensuite, nous intégrerons aussi les Danois, les Polonais et les Hollandais. Ce faisant, nous les protégerons. C'est leur intérêt d'avoir de bons maîtres. Ouais. Le problème pour les Allemands est de fabriquer des seigneurs en nombre suffisant. Une fois au camp de concentration, notre commandant nous a fait galoper dans la cour entre les barracons pendant 3 heures. Ensuite, il nous a fait faire 200 flexions sur les genoux. Puis, nous nous sommes alignés sur 2 rangs et il nous a tenu un petit discours. Nous autres Allemands sommes un peuple de seigneurs, hurlait-il de sa voix défoncée. Bande de porcs, je vous en ferai baver jusqu'à ce que j'ai fait de vous des représentants de la race des seigneurs qu'on puisse montrer au monde sans rougir. Comment voulez-vous dominer le monde en restant les chiffres molles et les pacifistes que vous êtes? Ici, on va vous laminer les couilles jusqu'à ce que vous soyez mis ça dans le crâne et que vous me remerciez à genoux de vous avoir donné sur ordre du Führer un tempérament de seigneur. Et comment vous avez réagi à cette sommation immorale? J'ai pas vraiment marché. D'un autre côté, j'osais pas trop faire voir que je n'aspirais pas à la domination mondiale. Pour arriver à leur fin, ils ne peuvent procéder qu'avec une rigueur sans scrupule. D'ordinaire, vous pouvez faire écraser sous les bombes la plus grande ville du monde par de petits employés qui ne peuvent rentrer sans palpitation dans le bureau de leur sous-chef. En peu de temps, ils ont réussi à se faire peur les uns les autres à un point inimaginable. L'Allemand a une histoire malheureuse. Du coup, s'est développé chez lui un penchant à l'obéissance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors la première chose qu'il ait fallu lui apprendre, c'est la différence entre un Allemand et un non-Allemand. Pour ça, on s'est servi des notions de sang et de sol. Moi, j'ai toujours été opposé au lien du sang, hein, comme à tout autre lien d'ailleurs. J'aime bien avoir les mains libres. Ben, c'est vrai, on ne choisit pas son père. C'est pour ça qu'il peut détacher sa ceinture et vous flanquer une radio. Non, si on pouvait choisir son père, il ne ferait pas trop de bruit à table en mangeant. Bon.
Si vous brisez tous les liens, même les plus sacrés, naturellement, on va vous regarder de travers. Est-ce moi qui les brise? La famille, ce sont les capitalistes qui l'ont détruite. Et les liens qui m'unissaient à mon pays, c'est cet Adolf Hitler qui les a rompus. Non, je ne suis pas plus égoïste qu'un autre, mais je ne me laisserai pas entraîner de force à dominer le monde. Là-dessus, je ne céderai pas. Je ne possède pas l'esprit de sacrifice illimité qu'il faut pour ça. Il n'est pas rare d'entendre dire que le fascisme serait supportable à condition qu'il demeure pacifique. C'est là une idée qui ne témoigne pas d'une particulière intelligence. C'est comme si on disait, pour les porcs, qu'être mis à l'engrais serait supportable à condition de ne pas être saigné par la suite. On a dit que, comment s'appelle-t-il donc au juste, avait résolu le problème du chômage en employant les chômeurs à fabriquer des tanks, des bombardiers et des munitions. Il n'y avait qu'un seul inconvénient. Ça pouvait mener à la guerre. Il est tout aussi stupide de déclarer « le capitalisme passe encore, mais le fascisme, non, c'est trop ». Si le capitalisme avait pu marcher sans le fascisme, il n'y aurait pas eu de fascisme. Imaginez un capitalisme pacifique. C'est divaguer. Voilà comment nous, on conçoit la chose. La situation est tout à fait normale, la paix règne, et puis d'un coup se produit une rupture. Un petit incident regrettable. La guerre. Tout à fait comme pour l'engraissage des porcs. On vous gave, on vous bichonne et on vous prend en photo. De temps à autre, se produit un incident regrettable. On vous saigne. Le malheur quand la liberté d'opinion existe, c'est qu'on ne dit jamais comment se faire une opinion. Il faudrait déjà commencer par me donner la possibilité de me faire une... Or, si les gens qui possèdent les imprimeries, les moyens d'information, les journalistes et le papier sont contre, ça me sert à quoi d'avoir le droit de dire ce que je pense? C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errant au frais de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yucari, c'est le pays de nos petits. Yucari, c'est
C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est le respect de tous les mots échangés. C'est le pays des beaux âmes partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous demain. C'est le pays de nos désirs. Cali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est quand même une folie. Il n'y a pas de mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Simon Postel, batterie à force. Allons boire un coup.